Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à tous les téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Adieu Tchobankou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Adrien. Nous irons à la une du quotidien événement précis, qui précise une information importantissime. Le journal parle donc de l'enseignement public. Voici le décret de reversement des contractuels de 2008. Je pense quand même, Sergino Lokosu, que ça fait un moment que les syndicalistes réclament et donc souhaitent ce reversement. Et d'ailleurs, tout récemment, lorsque Eden TV et Diaspora FM ont interviewé donc, le syndicaliste de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, je vous nommé Kassa Mampo, il a encore rappelé qu'ils tiennent beaucoup à cette revendication. Ce matin, le gouvernement, donc tout à l'heure à 10h, va rencontrer le syndicat, les syndicats ou le syndicat des travailleurs, et ce sera des échanges. Mais ces journaux ont tout fait quand même de mentionner que voilà, le décret, oui, ça existe et que le reversement donc, a eu lieu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bonne nouvelle pour les enseignants, bonne nouvelle également pour, du côté du gouvernement. Également pour les centrales et confédérations syndicales qui quand même ont fait de ce revêtement un point de revendication qu'ils ont longtemps agité. Et à chaque rencontre avec le gouvernement, ce point revient sans cesse. Il faut reverser les enseignants de 2008 et le décret est sorti, c'est que c'est acté. Et je pense que c'est un gain pour non seulement ces enseignants et qui voudrait que ce reversement soit fait. C'est également un point de satisfaction, on va dire, pour les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales et qui ont fait de ce reversement un point de revendication. Je pense que c'est à la veille de la rentrée et quand de bonnes nouvelles comme ça viennent au niveau des enseignants, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut présager de ce que la rentrée sera une bonne rentrée parce que les enseignants, reverser des enseignants, ça veut dire qu'ils deviennent des agents permanents de l'État. Ils auront leur salaire. Des agents contractuels? Des agents contractuels, pardon. Ils auront leur salaire peut-être 12 mois sur 12 et ce n'est que justice qui a été rendue pour ces enseignants, enfin la promotion de 2008 de ces enseignants. Je pense que le gouvernement, au-delà de cet acte qui a été posé, doit également faire des efforts dans le sens de la, on va dire ça comme ça, de la restauration de l'enseignement, dans le sens de la restauration, de la restructuration du système éducatif. Ça passe par là, ça passe par les enseignants. Et moi, j'aime à le dire, que les enseignants sont comme les applications de leur téléphone portable. Au-delà de ces reversements, il faut s'assurer que l'enseignant est bien formé. Et il faut faire des séances de formation périodiques à ces enseignants parce que la nation, enfin, en 2000, si je jette un regard dans le passé, en 2016, à son arrivée, le chef de l'État disait qu'il y a un désert de compétences. Et pour que ce désert de compétences soit corrigé, il a rectifié. Il a rectifié en temps, mais toujours est-il qu'on constate des failles au niveau du système éducatif. Et ces failles, quoi qu'on dise, il y a quand même un poids lourd qui repose sur les enseignants. Il faut que les enseignants soient bien formés. Moi, je le dis, nous sommes en plateau ici. On l'est pas par hasard, on l'est parce qu'on a reçu des formations et on doit ça à nos enseignants, du primaire jusqu'à l'université. Et je pense que c'est très important que des décisions du genre qui rentrent, qui impactent les enseignants qu'on voit. Et au-delà des enseignants, c'est tout le système éducatif qui est impacté, à mon avis. Et je pense que le gouvernement doit faire des efforts pour qu'il y ait des cadres compétents. Et les cadres compétents, ce sont les enseignants qui les forment. Et donc, il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de vie et de travail. Et pour que le travail soit bien fait, et pour que le Bénin, j'ai dit quartier latin de l'Afrique, puisse retrouver ses lettres de noblesse, pour que nous soyons effectivement le quartier latin de l'Afrique. Et c'est très important à mon avis. Et quand vous dites que nous ne sommes pas sur ce plateau par hasard, que c'est grâce aux enseignants, ça me fait penser à cette dictée préparée dont j'ai gardé quelques phrases jusqu'aujourd'hui. C'est cette dictée qui a été titrée « Mon maître, je n'entre jamais dans une classe sans
Je n'entre jamais dans une classe sans revoir par la pensée le maître de mon enfance, celui à qui je dois mes meilleures habitudes d'esprit et d'ordre, celui qui m'a fait aimer le travail et celui qui m'a appris. Et c'est dit que l'enseignant a un rôle très important à jouer dans l'édification de la personne, dans l'instruction et dans la quête du savoir des hommes et des femmes, des filles et des fils d'une nation. Et les enseignants, ils sont très importants dans le développement du pays. Et donc, il faut quand même essayer de les mettre dans de bonnes conditions et mieux mettre des enseignants dans de bonnes conditions et que les enseignants aussi jouent leur rôle comme cela se doit. Parce que récemment, le ministre de l'enseignement, le l'enseignement primaire a sorti un communiqué pour les inviter à participer aux séances de pré-rentrée. Et donc, je pense qu'on ne peut pas être des gendarmes derrière les enseignants. Ils sont des enseignants, ne portent pas le titre d'enseignant qui veut, mais qui peut. Adrien Tchobankou, voilà une information que nous apportent les journaux, le décret de reversement des contractuels des enseignants, je ne sais pas, 2008, reversement donc des agents contractuels de 2008 qui sont désormais reversés agents permanents de l'État. C'est bel et bien ça. Vous savez, quand quelque chose est bon, nous allons toujours le souligner ici. Et si c'est mauvais, nous allons la dénoncer. Il s'agit en fait de quoi? Le gouvernement est en train de traduire en actes sa politique de hautement social. On a reversé des agents contractuels de l'État qui désormais sont appelés agents permanents de l'État. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est la preuve que le gouvernement est à l'écoute des centrales et confédérations syndicales. C'est la preuve que les centrales et confédérations syndicales aussi avaient raison et pensaient effectivement que le gouvernement pouvait résoudre ce problème. C'est vrai, ça a beaucoup duré, mais nous voici maintenant sortis par la grande porte. C'est une très grande satisfaction. Et je pense que cette décision prise par le chef de l'État va contribuer à, d'une manière ou d'une autre, amener les centrales et confédérations et les membres du gouvernement à s'entendre davantage correctement sur d'autres problèmes qui devraient être discutés aujourd'hui même. Vous savez, quand vous suivez un peu les revendications des uns et des autres, on constate que les enseignants ont parfois raison. Les enseignants ont raison de demander beaucoup de choses, même si eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas tout avoir en temps réel. Mais c'est quand même bien de demander beaucoup pour obtenir le minimum. Je pense que les deux parties aujourd'hui, quand ils vont se retrouver de l'autre côté à l'Infosec de Cotonou, ils vont sourire autrement. Ah oui, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Oui. Et si le gouvernement arrivait, le chef de l'État, Patrice Talon, prend la lourde responsabilité de poser un tel acte salutaire, je pense quand même que c'est parce que l'heure a sonné. Et il faut aussi voir autrement les choses. Nous sommes à la veille de la rentrée. Il faut motiver davantage les centrales et confédérations syndicales. Mais n'oubliez pas que c'est 2026, le grand carrefour des élections qui se prépare ainsi. Parce qu'il n'y a pas cette commune, il n'y a pas cet arrondissement dans lequel ne se trouvent les enseignants. Donc vous voulez que le gouvernement politise les décisions? La décision est fortement sociale, mais il y a un gain politique dedans. Ah oui? Ah oui, il y a un gain politique, d'autant plus que... Ah ouais? Vous attirez notre attention? Écoutez, je ne dis rien au hasard, et vous comprenez mieux plus que moi. Je ne comprends rien, hein? C'est vous qui faites vos analyses. Les enseignants ne constituent pas un poids politique pour tout gouvernement. La réponse est oui. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Vous comprenez ce que je dis? C'est un bétail électoral. Donc, je pense qu'au moment opportun, ces enseignants peuvent capitaliser ça d'une manière ou d'une autre, même si c'est de leur plein droit d'obtenir ce qu'ils gagnent aujourd'hui par le biais de cette signature du président de la République. Donc, je pense que
la bataille de 2026 est toujours enclenchée. Et si vous regardez, vous devez constater que déjà ce mois de septembre, qu'il y a plusieurs actions qui sont en train d'être posées au plan politique. Quand vous prenez l'UP, le renouveau, vous avez vu les deux actions fortes, je ne veux pas leur faire de publicité ici. Quand vous prenez Mouel Bénin, qui est allé en congrès, vous voyez un peu ce qu'il dit. Demain va se dérouler bel et bien le congrès du bloc républicain. Et d'autres congrès suivront, comme l'UDBN et autres. Donc, chacun se prépare. Septembre est vraiment chargé politiquement pour les acteurs politiques. Donc, il est important aussi que le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, pose un acte fort pour qu'au moment opportun, dès que ces ministres qui sont en charge de l'éducation vont sur le terrain, que ces ministres sourient davantage à ces enseignants et qu'ensemble, les deux parties puissent mieux rire. Au-delà du politique soulevé par mon confrère Adrien Tchomankou, je pense que c'est un acte hautement social. Et un acte qui a un impact social. Il a dit. Il a dit un acte hautement social qui va beaucoup impacter parce que les enseignants drainent du monde. Chaque enseignant que vous voyez, c'est sa famille, c'est peut-être la belle famille aussi, c'est peut-être ses frères. On va voir les enseignants sourire seuls dans la rue. Ils n'ont parlé seuls dans la rue à la place de la rentrée. Exactement. Exactement, parce que ça aura d'incidence forcément sur les salaires. Et ça ne sera plus peut-être 9 mois sur 12, mais 12 mois sur 12. J'imagine la joie de ces enseignants qui font un métier assez difficile, il faut l'avouer. Donner du savoir, faire aimer le savoir à quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est un acte fort qui aura un impact social important. Et je pense, et je veux répéter mon confrère qui disait que c'est le hautement social qui est exprimé parce que lors du premier mandat, on a reproché au chef de l'État de trop serrer la ceinture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous pour pouvoir mettre le truc dedans. Mais il a compris, il a renvoyé l'ascenseur au peuple et il a pris de mesures fortes depuis qu'il est arrivé, notamment en ce qui concerne les personnes porteuses d'un handicap récemment. Après, ce sont les enseignants. Et je pense que c'est vrai que tu m'as parlé de sourire. Moi, je ne vais pas rêver, attendre un sourire des centrales et confédérations syndicales. Ça n'est pas évident parce qu'ils sont des gens qui sont droits dans leur botte. Ils sont droits dans leur botte et ils réclament toujours. Et quand ils ont un point, ils pensent qu'il faut aller sur l'autre. Il faut aller sur l'autre. Mais je pense que l'État, c'est également ça. C'est la structuration, c'est la priorité en matière de satisfaction de points des syndicats parce que c'est ça d'incidence sur le budget. Et donc, il faut faire attention. On ne donne pas pour donner. Même nous, à l'échelle familiale, quand tu es père de famille, quand tu promets, on ne donne pas tout. Donc, on ne donne pas tout. On va passer à un autre sujet. Oui, très rapidement. Vous savez, quel que soit ce qui va se passer, ils vont sourire. D'autant plus que, écoutez, si vous vous souvenez, en décembre, le chef de l'État a procédé à des sursalaires. Et à une augmentation. Ce n'est pas sur-salaire. Il y avait des sursalaires. Il y avait ce n'est pas sur-salaire. Des augmentations faramineuses. C'est faux, ce n'est pas faramineuse. Ce n'est pas des augmentations. N'utilisez pas des adjectifs exagérés. C'est des augmentations qui, si vous voulez, en ce moment, peut-être sont déjà oubliés parce que vous voyez, voyez la cherté de la vie. L'essence n'était pas à ce prix dans les stations. Et quand on a augmenté les salaires, la bouteille de gaz, n'a pas varié selon le gouvernement. Mais bon, on ne vivait pas cette situation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Écoutez, n'exagérez pas. C'est quand même un droit qui a été octroyé aux En ce temps, nous avons constaté que des syndicalistes même ont pris la parole pour saluer fortement l'initiative. Ils sont même jusqu'à aller dire que c'est pour la toute première fois qu'ils constatent cette augmentation. Si j'utilise l'adjectif maintenant, vous allez dire que c'est pas l'exponentielle. Non, pas d'adjectif. Ce qu'il faut dire, c'est déjà dépassé. Les fonctionnaires veulent encore une augmentation pour réguler la cherté de la vie à laquelle ils sont confrontés. Mais on ne peut pas augmenter à tout. Moi, je l'ai dit, l'État, c'est des prévisions. Ça aura un impact sur le budget. Et il faut quand même
que ça respecte l'État a de l'argent. L'État, c'est pas... Et les fonctionnaires l'État, travaillent. c'est nous. Les fonctionnaires travaillent pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Vous avez connu une augmentation. Vous en avez connu si l'État, c'est nous tous. Vous en avez connu. Vous n'en avez pas connu. C'est pas les taxes que nous payons tout récemment. C'est pas les taxes que nous payons. C'est l'État qui vous a augmenté. C'est pas les taxes que nous payons. Puisque c'est l'État qui vous emploie. Moi, je suis du secteur privé. C'est pas les taxes que nous payons que l'État arrive quand même à... Vous avez fini, on peut passer à un sujet. Il a fini complètement. Vous finissez complètement. Pour finir, Complètement. Non, pas fini je d'abord. voudrais pas saluer Oui. le leadership de Kassa Mampo, D'accord. ce syndicaliste qui, sur votre plateau ici, a demandé à ce que tous les fonctionnaires de l'État se mettent correctement et convenablement au travail. Ah oui, ça c'est un Que appel. de travailler sans relâche. C'est ça. Que une chose est claire, Ça, le travail paye. un droit acquis est un droit acquis. Tôt ou tard, ils vont bénéficier de ça. Je pense que c'est ça maintenant. Ce reversement qui est intervenu, ça a été prédit par Kassa Mampo. C'est traduit en acte, c'est devenu une réalité. Si en ce moment, Kassa Mampo encourageait les enseignants, c'est parce qu'il savait que tôt ou tard, Ça va payer. ça va payer. Et c'est dans tout le domaine. Donc, hein. dans tout domaine, ça peut travaillons excellent. Ne disons pas qu'on va relâcher parce qu'on n'est pas correctement motivé. La motivation viendra plus tard. Et comme on le dit, merci pour cette leçon de vie, cet exemple que vous venez de donner. Le meilleur reste à venir. Il faut travailler, quel que soit ce qu'on vous confie, faites-le bien, comme cela se doit. Forcément, la récompense, si elle n'est pas immédiate, elle est au bout du chemin. Merci Adrien Tchomakou sur le sujet. On va passer à un autre sujet. Que se passe-t-il réellement avec le gaz domestique? Matin Libre en parlait, mais également le matinal a donc fait allusion à ce réseau informel de gaz démantelé à Oné. Oui, ce matin, on s'est réveillé avec les informations concernant donc ce réseau de gaz domestique qui donc embouteille tout type de bouteilles à gaz en gaz et sans autre précaution. Et quand l'information donc est tombée dans les oreilles des responsables concernés en matière donc de contrôle et ensuite de contrôle bien sûr. Je parle bien du ministère de l'Industrie et du Commerce après sa mise en garde pour la vente du gaz domestique, le contrôle de conformité des poids de bouteilles de gaz domestique enclenché depuis peu par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Ce contrôle vient de révéler un fait grave, comme l'a mentionné le matinal Adrien Tchomakou. Voilà les situations que nous vivons au Bénin. Il y a des gens qui sont décidés à ne pas se départir de la fraude. Écoutez, le béninois est compliqué, très complexe. C'est l'être humain en général. Les gens vont toujours passer par tous les moyens pour assassiner l'économie béninoise. Mais écoutez, comment comprendre que, on sait la situation que nous vivions au Bénin, qu'il y a problème de gaz. Le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas pénurie, mais on constate les longues files d'attente où devant le siège de Cana 3, le groupe de presse Fraternité Cana 3, par exemple, il y a une station-service qui est là. Hier, pendant toute la journée, les gens sont restés en vain. Sans carburant. Il faut le souligner, ces trois derniers jours, il y a eu quand même de pénurie d'essence. Oui, tout à fait. Dans les stations, il y a une dame qui m'a informé que oui, elle a fait le tour de toutes les stations de Cotonou pratiquement avant d'avoir de l'essence il y a 2 jours. Ce problème s'est posé effectivement, puisque vous êtes à Ménontais et vous avez une station en face de vous. Vous êtes au ministère du Commerce? Moi, si je suis... vous a informé de ce qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse, M. Mauril, c'est surtout le gaz. Le gaz. L'essence aussi. Le gaz, il n'y a pas le gaz dans les stations.
Ce constat est fait par le quotidien Fraternité. Par contre, il y a un camion qui a ravitaillé certaines stations en bouteilles de gaz il y a toujours 3 jours et j'ai reçu l'information. Donc, moi, je pense que le défi que le gouvernement doit relever, c'est de nous rendre d'abord disponible le gaz domestique dans tous les points de vente. Vous avez vu ce qui se passe, c'est pour ça que je parle de la complexité du Béninois. Le Béninois est intelligent, oui, très bien, mais l'être humain en général est compliqué. À OD, vous avez vu ce qui s'est passé. Où des Béninois quittent ici maintenant pour aller se ravitailler. Est-ce que c'est OD, je dirais, de l'autre côté de OD. Un peu, ça rentre dans le Nigeria. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Et la police, avec le soutien de l'agence qui s'occupe de la météorologie, Agence nationale de normalisation, et de météorologie. C'est une unité du ministère du Commerce qui est vraiment active sur le terrain ces derniers jours, cette unité, pour contrôler beaucoup de choses. Écoutez, ils ont réussi à démanteler ce vaste réseau. C'est un réseau qui a été démantelé. Le procureur est saisi du dossier et l'enquête suit son cours, puisque nous sommes en enquête préliminaire, je ne veux pas aller sur les détails. Ce qui est clair, c'est que des gens ont été arrêtés. Ils sont en train de parler. Je parle de l'enquête policière, révèle que c'est du faux gaz, des gaz domestiques qui ne répondent pas aux normes. Donc, ça pourrait créer de graves accidents dans les ménages. Dans les ménages, des incendies peuvent intervenir et par la suite, on va assister à des morts. Oui. Donc, je pense que la prévention qui est agitée, la prévention des unités concernées, police et ministère du Commerce, est à saluer. C'est une très bonne chose. Également, on va saluer la vigilance quand même. Avant de saluer, je pense que, avant de saluer tout ça, je pense que c'est vrai qu'un réseau a été démantelé et j'ai pris l'habitude de le dire. Tout ce qu'il y a de répréhensible dans la République l'est parce que les autorités n'ont pas pris à temps les mesures qu'il faut, les autorités en retard. En retard, les mesures qu'il faut. Je vais vous le dire. Laissez-moi, j'y arrive. Vous savez, aujourd'hui, il y a absence de gaz, pénurie de gaz, il y a spéculation aux endroits où on peut trouver le gaz. Et ce réseau a profité de ce manque. Il faut d'abord qu'il y ait disponibilité de gaz à plein temps d'abord. Et le réseau sait qu'il n'y a pas disponibilité de gaz à plein temps. Quand le gaz est disponible, il est cher. Et donc, ils ont mis en place leur réseau pour donner du gaz de mauvaise qualité aux populations. Maintenant que ça a été démantelé, je pense qu'il faut aller au-delà. Peut-être qu'il y a encore d'autres réseaux. Il faut chercher à voir s'il y a d'autres réseaux. Et il faut quand même que la patrouille puisse continuer pour détecter les commerçants véreux et qui achètent le gaz à bas prix à la source et qui viennent revendre ça cher aux populations. Je l'ai dit, les parents en général sont en train, dans nos contrées, sont en train de penser à la rentrée. Et maintenant, c'est le gaz. Parce que nous sommes en agglomération et ça n'est pas évident. Et que les parents, dans les grandes villes comme Cotonou, utilisent encore le gaz. Il y a des ménages Le charbon, vous voulez dire? Utilisent le charbon. Il y a des ménages où c'est le gaz. Et ce sera difficile de revenir au charbon. Le charbon également, il y a une conséquence sur notre environnement. On veut vivre dans un environnement sain et c'est pourquoi le gaz est venu pour quand même essayer de corriger un peu ce que nous constatons. Je pense qu'il faut saluer. Mais ce que moi je dis, c'est que l'État doit travailler à rendre disponible le gaz pour que le gaz soit vendu au prix accessible à toute la population béninoise. Et puis après maintenant, essayer de contrôler comme cela se doit pour qu'il n'y ait plus de réseau. Regardez là où on a installé le réseau. C'est pratiquement au Nigeria, on va dire ça comme ça, frontière avec le Nigeria. Et donc, je pense que c'est très important. C'est un acte à saluer, certes, mais il faut que, comme l'a rappelé Tchomakou, que les actions soient posées pour la prévention. Il faut, qu'est-ce qu'on fait en amont? À chaque fois, on dit, on démantèle des réseaux, que ce soit ce réseau ou d'autres réseaux, mais quel est le travail qu'on fait en amont? Moi, je m'attaque à ça. Il faut qu'il y ait un travail en amont pour quand même éviter l'installation de ces réseaux et donc contrôle des frontières comme cela se doit, contrôle de ces produits-là qui sont des produits sensibles, le gaz. C'est très sensible, il a rappelé. Ces gaz peuvent causer des dommages, des dégâts dans les ménages si on les utilisait. Et mieux, moi j'ai lu sur
les réseaux, je ne fais pas fi à les commentaires que j'ai lus sous les parutions, que parfois ça dure plus que le gaz qu'on nous vend ici. Maintenant, on ne sait plus où est la qualité, parce que les bouteilles que moi j'ai vues, les bouteilles que j'ai vues, il y a des bouteilles de compagnie régulièrement constituées au Bénin. Oui, mais c'est ça, ils utilisent les bouteilles de compagnie régulièrement constituées. Et donc, il faut que ces compagnies-là également... le poids n'est pas le même, le poids n'est pas le même, le poids n'est pas réglementaire. Au-delà du ministère du Commerce et de l'Industrie, il faut que ces compagnies également puissent trouver la stratégie qu'il faut pour contrôler leurs produits. Parce que quand ça va s'exploser dans le ménage, on donnera le nom du produit, on dira c'est le gaz de telle compagnie. Ne sachant plus qu'il y a des commerçants véreux qui ont pris part derrière pour aller au Nigeria s'approvisionner pour s'approvisionner un produit de mauvaise qualité. Et donc, il faut vraiment travailler à cela. Il faut qu'il y ait disponibilité de gaz parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas le gaz. Quand vous trouvez ce qui est à 4 000 et quelques fixé par le gouvernement, les gens vous disent que c'est à 6 000, c'est à 8 000, même à 10 000. Donc, c'est très important. Il faut que le gouvernement y travaille. Il faut que le directeur également de l'inspection et du contrôle de l'ANM en la personne de Abdou Latif Saliou continue d'actionner ou d'activer ces réseaux pour que les informations puissent lui parvenir. Parce que souvent, lorsqu'il y a un réseau comme ça qui existe, il y en a d'autres. Donc, il va falloir donc travailler davantage pour mettre en sécurité les populations. Ce que je veux ajouter, c'est quoi? Le ministre, Madame le ministre du Commerce, a un grand défi à relever, c'est de nous rendre disponible le gaz domestique en République du Bénin, sur tout le territoire. Le ministre doit passer par tous les moyens pour nous rendre disponible le gaz. Secondo, sinon qu'on nous informe du problème qu'il y a. On organise une conférence de presse pour nous dire le problème qu'il y a, le problème qui se pose. Exactement. Quel monte au créneau? On a déjà lui assez de communiquer. Deux, c'est déjà plusieurs. Donc, on ne veut plus de communiquer. On veut l'entendre parler, lui poser des questions. Il dit que deux, c'est déjà plusieurs. Et vous me rappelez l'anecdote là qui dit qu'ils sont combien arrivés? C'était une délégation, une forte délégation de 2 personnes. Ah oui. Donc deux, c'est déjà plusieurs. Ce qu'il faut aussi faire, et le gouvernement doit agir sur ça, puisque nous, des informations nous parviennent, qui font état de ce que les compagnies qui s'occupent régulièrement constitués sont par moments essoufflés financièrement. S'il faudrait que le gouvernement essoufflé, c'est-à-dire... Pourquoi ils sont essoufflés? Ils ne rentabilisent pas le gaz. Ils ne mettent pas le profit, ils n'ont pas de profit. Vous êtes membre de la compagnie, vous savez... c'est vous qui êtes membre, vous êtes le directeur, vous êtes même dans le conseil d'administration des compagnies. Peut-être qu'il est chef de communication. Moi, ce que je veux demander au gouvernement, s'il faudrait que le gouvernement leur fasse des avances ou leur prêter de l'argent, ou les subventionner d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit fait dans l'immédiat. Le gouvernement sera essoufflé. Il est déjà essoufflé. Il y a les banques de la place. Si vous ne pouvez pas nous fournir de gaz, fermez votre compagnie. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a demandé de créer votre compagnie. Donc, il ne faut pas venir défendre ces compagnies-là sur ce plateau. Ils ne nous rendent aucun service d'ailleurs, à part que de faire des bénéfices. Si notre dos s'enrichit. Donc, voilà. On est clair. Et aller déposer ça aux banques pour demander de financement. Oui, ils n'ont pas fait de financement auprès des banques. C'est pourquoi les banques existent directement. Elles n'ont qu'à faire des prêts au niveau de ces banques-là. Votre tolérance est rejetée déjà sur ce plateau. Rejetée par le gouvernement. Alors, à la une du quotidien, le Batinal, nous avons une information déplorable, exploitation de mineurs à Paou, le centre, la maison d'Israël fermée. Je voudrais qu'on porte des gants en abordant ce sujet, parce que je pense que c'est devant la justice, c'est devant la justice et on n'a pas, je ne sais pas si vous avez tous les éléments. Pour le moment, c'est un fait qui est révélé par un quotidien, mais l'affaire est devant la justice, donc il va falloir porter des gants. Voilà. Oui, Mauril, c'est vrai que le centre, la maison d'Israël a été fermé. Moi, je ne connais pas cette maison. Oui, c'est à Paou. D'accord. L'un des responsables... Une maison qui est comme un orphelinat, c'est ça? Tout à fait. Exactement, c'est un orphelinat. Mais à ce qu'il paraît, c'est que
le centre n'a pas tous ses papiers réunis. C'est le véritable Et au-delà des problème. papiers, on parle d'exploitation de mineurs. Oui, Ce n'est pas écoutez, quand on ne réunit pas les papiers, ce c'est- n'est pas ça qui amène à parler non, d'exploitation de écoutez, mineurs. C'est le titre que le journal a donné. Oui, Et ça mais c'est le n'engage titre. que le- Non, écoutez, c'est le titre. Mais moi, j'ai lu l'article. J'ai lu l'article J'ai dans les lu aussi quotidiens, l'article. sur les réseaux sociaux également, les informations. C'est C'est Donc, que ce moi, n'est pas je- qu'une moi- affaire moi- de papier. Écoutez, moi là, ce sur quoi moi je vais me prononcer, c'est que C'est sur les papiers. c'est sur les papiers. Et c'est la D'accord. raison pour laquelle la dame concernée est interpellée. D'accord. Je pense que l'affaire suit son cours Écoutez, et que on aura une suite dans les tout prochains jours. Bon. Mais je crois on que parle c'est un d'es- communiqué du ministère des Affaires sociales et de la microfinance signé par le point focal communication de ce ministère, en la personne de Félicien M. Fagnon. Je vais vous lire un extrait. On dit Allez-y. le 10 centre n'a pas statut officiel. Ici déroulent des séances de prière dites de délivrance des enfants, des vérifications opérées par les services compétents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il ressort que ce centre ne respecte en rien les normes régissant les centres d'accueil et de protection de l'enfant, CAPE. Donc je crois que ça rejoint ce que disait Adrien Tchoumakou. C'est un centre qui n'est pas régulièrement que constitué, où on fait d'exploitation de mineurs dans ce centre-là. Et je pense que ce sont les services compétents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui ont été constatés au sein de ce orphelinat Anne Griffe. Le centre a été fermé et la patronne, la promotrice du centre est au Youf. Elle est enfermée. Et je pense que c'est des enfants. Et il faut vraiment que ces enfants aient un bon traitement. Ceux-là qui ouvrent ces centres-là pour pouvoir s'occuper des enfants, ça n'est pas mauvais de décider de prendre soin des enfants. Mais quand vous voulez prendre soin des enfants, prenez sur vous la présence d'esprit d'aller vers les autorités compétentes pour savoir quelles sont les formalités à remplir pour pouvoir créer ces centres-là. Et mieux, quand vous créez ces centres, ayez les moyens de bien s'occuper des enfants parce que, quoi qu'on dise, ce sont de petits enfants qui restent dans ces centres et il faut qu'il y ait de soins, et comme cela se doit pour les petits enfants. Le soin, c'est complet, la santé, l'épanouissement et tout. Donc, je pense que ces centres qui sont créés un peu partout sur l'étendue du territoire national, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est en train de faire le gendarme derrière ces centres-là. Et je pense que c'est ce que nous pouvons se saluer, entre autres, que l'État ait sa lorgnette assez large sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir détecter ces centres où on fait de mauvaises choses, où on fait de mauvais traitements aux enfants. Et je pense que ce n'est que justice qui a été rendue pour ces enfants. Et on espère que l'affaire va suivre son cours et que celle qui, en dehors de l'État, qui a voulu créer sa République, en ne respectant aucune norme, puisse régulièrement répondre de ces actes et qu'il n'y ait pas de flou autour et que, que le point focal communication de ce ministère revienne encore avec d'autres communiqués pour montrer que véritablement elle a été poursuivie, elle a fait ci, elle a fait ça. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Et par là, il faut quand même contrôler également ces centres, ces écoles où on parle qui accueillent les enfants. Il faut que l'État respecte, voire fait des patrouilles pour voir si ces écoles respectent les normes. Et je pense que ça sera justice rendue pour ces enfants et qui ne peuvent pas se défendre, qui sont de petits-enfants. Et quelqu'un a dit, pour finir, si vous permettez, et que nos champs les plus chers sont nos enfants. Vous avez abordé la question que je m'apprêtais à poser à Adrien Tchoumakou. Adrien Tchoumakou, est-ce que ce n'est pas encore une situation qui interpelle nos responsables politiques à davantage, comme le disait Sergino Lokossou, à faire des contrôles inopinés, à encore aller sur ce chantier des orphelinats, des centres d'accueil et refaire des contrôles? Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette affaire. En réalité, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce que le journal a écrit, son sous-titre n'engage que lui-même quand le journal parle de l'exploitation de mineurs. C'est ce qui a été écrit, Oui, c'est ce qui a été écrit dans le communiqué. C'est le point focal. Le communiqué dit le centre Oui, maison d'Israël fermé pour exploitation de mineurs et complicité de mendicité de mineurs à Pau dans la commune. Qu'est-ce que vous voulez nous Oui, expliquer? ce que je veux dire, c'est quoi? À l'état actuel des choses, puisque ces gens de dossiers, moi j'ai une ONG. Allez-y Écoutez, parce que le temps évolue. Pour ce dossier précisément, moi je remets en cause l'hypothèse d'exploitation de mineurs.
Je vous explique. Je En tant que dis, procureur de la République, c'est ça? en tant que responsable d'ONG, ce qui se passe dans notre secteur, il faut que je vous l'explique. Il y a le ministère des Affaires sociales qui a demandé à ce qu'on vienne remplir des formalités complémentaires. Je ne maîtrise pas les papiers que la dame en question a jusqu'à ce jour pour pouvoir continuer à exercer ou ouvrir toujours son centre. Mais une chose est claire, ce centre qui existe, ça ne date pas de ce jour. Ça date de plusieurs années. Donc, il y a des formalités complémentaires qui ont été demandées. Jusqu'à ce jour, beaucoup n'ont pas daigné aller remplir ces formalités. Et dès que vous ne remplissez pas ces formalités, vous êtes toujours considéré, c'est-à-dire, c'est comme dans l'illégalité. Parce que votre dossier n'est pas au complet. Votre dossier n'est pas au complet. Pour ne pas dire que les dossiers étaient au complet. Oui, mais maintenant, il faut ces dossiers ne sont plus au complet. Et vous, votre ONG a déjà... Moi, j'ai déjà rempli toutes ces formalités. La loi ne dispose que pour l'avenir. Pour l'avenir. Maintenant, que peut-être qu'il y a une situation qui s'est produite, et vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, sur tout le territoire national, il y a des agents de renseignement partout. Même vos propres amis constituent des agents de renseignement qui sont là pour vous dénoncer. Mais je pense que si c'est pour mieux construire la nation, c'est une très bonne chose. Une chose est claire, le centre a été fermé, la dame interpellée, ça servira de leçon aux autres. Et beaucoup vont courir pour aller remplir les formalités complémentaires. Encore que cette affaire, la dame qui s'occupe de ça au ministère des Affaires sociales, c'est une dame très gentille. Elle est professionnelle des médias, elle est patronne de presse. Et on se rapproche d'elle, du moins tout se passe très bien, correctement. Un clin d'œil à notre conseiller, comment elle s'appelle? Rappelez-moi votre nom. Evelyne Kenom. Un clin d'œil à Evelyne Kenom. Voilà. Ah ouais. Donc, en réalité, le ministre de la Santé invite à aller se faire vacciner. Il faut que les Béninois se lèvent. Ceux-là qui ne se sont pas encore vaccinés contre Covid-19 n'ont qu'à aller se faire vacciner. Ils ne veulent pas entendre ça. Hein. Vous savez Les gens doivent aller se faire vacciner. Vous savez ça? Écoutez, il n'y a pas Covid-19 au Bénin. Mais nous devons continuer dans la prévention sanitaire. Ils sont encore très nombreux des Béninois. Omicron maintenant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Covid-19. Il n'y a pas Covid, il n'y a pas Omicron. D'accord. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ça au Bénin. Mais il faut aller se vacciner. Il faut aller renforcer son immunité pour vaincre plusieurs maladies. Jusqu'à ce jour, si vous devez voyager, hormis le fait qu'il y a des dispositifs qui ont été levés, on doit constater qu'effectivement, vous êtes fait vacciner contre Covid-19 avant de prendre le vol. L'autre vaccin qu'on avait fait en 2019, c'est encore valable maintenant. Toujours. Dans notre corps là. C'est toujours valable. On ne vous dit pas d'aller vous faire vacciner 2 fois, 3 fois. Non, non, non. Si c'était parce qu'il y avait des doses. C'est en 2019. C'est en 2020. 2020, non? Oui. 2020, 2021. Ils ont dit qu'après 2 ans, ceux qui se sont vaccinés vont mourir. On n'est pas mort. Hein. On est toujours vivant. Vous nous voyez, on n'est pas mort. Donc vous pouvez aller vous vacciner. Ils ont dit 2 ans après le vaccin, on va mourir. On n'est pas mort. Hein. Donc on est là, on s'est vacciné. Que ceux-là qui continuent de ne pas croire à la réalité n'ont qu'à aller se faire vacciner. Hein? Parce que si vous devez voyager, même si vous voulez, vous devez aller. Le vaccin est encore disponible? C'est disponible. C'est disponible dans les centres comme avant. Toutes les formations sanitaires. Je n'ai aucune information par rapport à ça. Moi, j'avais passé pratiquement l'information que j'ai, c'est demi-journée avant de me faire vacciner. Ils étaient nombreux. Vous savez, Foyer d'Amour ONG avait piloté le projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières. C'est ça qui fait que nous sommes toujours dans la base de données de tout ce qui concerne Covid-19 et nous suivons tout de très près. D'accord. Je pense que c'est, on parle il faudrait que vous veniez mettre un peu de l'argent dans notre caisse haïtienne parce que vous parlez trop de Foyer d'Amour sur ce plateau. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une structure commerciale, je vous le rappelle. La marraine de Foyer d'Amour ONG
c'est bel et bien Madame Claudine Prédencio. Ah, donc c'est pour ça, C'est-à-dire, ah bon? Si c'est la marraine même qui nous appuie au plan social, qui met des moyens à notre disposition. Mais de quoi parle l'auteur sur ce plateau? Écoutez, il est quand même bien oui. qu'on rende à César ce qui est à César. C'est-à-dire Lui rendre tout le temps hommage partout où nous passons. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On vous demande de venir payer l'argent dans la caisse et vous nous parlez de la marraine. La marraine vous a dit que nous, on n'a pas besoin d'argent. C'est la marraine. il n'appartient pas à la marraine. En tout cas, c'est elle la responsable de votre télé. Donc, si c'est elle qui nous donne de l'argent, c'est pas à nous de nous donner de l'argent. D'un nouveau variant Omicron XBB très mortel au Bénin. Le ministre de la Santé a dit non, que ce virus n'existe pas encore au Bénin. Pourquoi? Je pense que c'est très important. On l'a soulevé hier sur le plateau avec Ahmed Aripa. Et hier, dans la journée, le communiqué est sorti pour interdire, enfin, pour mettre fin à la rumeur et pour rassurer les populations. C'est important parce qu'il y a déjà des structures de la place, dont je tais le nom, certaines structures de la place, qui ont déjà sorti des communiqués faisant état de ce que le virus existe et demandant à leurs agents de prendre des dispositions pour ne pas se faire contaminer par le public. Parce que ces structures dont je parle, ce sont des structures par excellence où il y a quand même le contact des structures commerciales, pour être un peu plus précis, ce sont des structures commerciales. Et donc le ministre de la Santé a sorti un communiqué pour nous rassurer parce que sur le plateau on disait qu'il n'y a pas un communiqué officiel, qu'il n'y a pas une voix officielle jusqu'à hier pour nous dire si réellement le virus existe, quelles sont les précautions à prendre. Mais le ministre de la Santé a sorti un communiqué hier et beaucoup de journaux, à l'instar de la primeur, en ont fait cas. Et je pense que c'est important, c'est ce qu'on veut. Il faut que les autorités puissent nous rassurer de ce qu'il y a le virus, il n'y a pas le virus. Mais le ministre a dit qu'il n'y a aucun cas pour le moment et que le virus n'existe pas. Demander à la population de vaquer à ses occupations comme cela se doit et que c'est une rumeur et que de ne pas se fier à la rumeur. Permettez-moi de faire un clin d'œil au docteur Claude Azalou Tingbe qui nous suit en ce moment et qui donc remercie le gouvernement d'avoir reversé les enseignants. Il est l'auteur d'un livre depuis peu. J'espère que nous allons également communiquer vous avez dit sur ce livre. Oui, j'ai dit docteur Claude Azalou Tingbe. Vous le connaissez? Non, je connais, c'est pas c'est le même personnage. Vous connaissez son père? Son père, je connais son père à travers le professeur Azalou à travers une émission de la Radio Nationale, par-ci par-là, où voilà, il intervenu. Bon, mais lui-même, il n'est pas moins. Plus de 20 ans en arrière. Bon, d'accord. Donc, plus de 20 ans en arrière. Voilà. Il emboîte les pas à son père, docteur Tingbe, docteur Claude Azalou Tingbe. Merci de nous suivre. C'est fini pour les analyses.